nouvelle forme d'accès, intégration, entretenir l'intelligibilité, archive au bout des doigts, discrétisation, selecter manipulé, specializing time, le nouvel archiviste, le passé n'est pas un donné, briser l'image évolue, intervention plus proactive, a tool not a goal, what might be most distinctive and durable, malléabilité, temporal continuity of the self, bien commun. Bonjour, bienvenue à l'épisode 6 de la série Dynamisation du document archivistique et numérique, note de recherche 3. Pour l'instant, exactement aujourd'hui, le 16 février, il y a très peu de changements dans le code du projet, quoique j'ai beaucoup réfléchi. Entre-temps, et comme c'est mon habitude, il y a sûrement du code qui va se dérouler un peu partout, qui sera peut-être commenté au besoin. Alors, le code occupe une bonne partie de l'écran. Et puis, dans une petite vignette, dans un coin, je suis là en train de vous parler. Nous allons parler de numérisation. On va parler de la couleur. Parce que la couleur joue un rôle important, presque primordial, pour nous donner l'impression que le document numérique est identique à l'original. Si la couleur n'est pas bonne, on a des doutes que ce document est identique à l'original. Bon, la notion d'identité, j'en ai parlé quelques fois. Autant et avec tous les moyens qu'on veut et qu'on a à notre disposition, et même si on avait un budget illimité, il reste que de transformer un document original, ce document papier, en une version numérique. Bon, là, il y a des reflets, là, c'est pas trop gentil. Là. Comme ça. Est-ce que c'est bien? Bon, à peu près. Document d'origine, document numérisé. Couleur n'est pas identique. Bon, évidemment, c'est une numérisation qui est toute simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo du document d'origine avec le iPad, même si la caméra est quand même pas si mal. L'éclairage de la pièce ici n'était pas très bon. Donc, il y a un décalage des couleurs. Pour la grande majorité des documents qui sont simplement en noir et blanc, si on parle de factures, de ce temps-ci, j'en vois passer beaucoup, ce sont des documents médicaux, rapports médicaux, demandes d'examen. Alors, tous ces documents-là, presque tous, sont en noir et blanc. Alors, écriture noire sur fond blanc. La couleur n'a pas beaucoup d'impact. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. C'est probablement les deux seules couleurs dans le domaine numérique qui sont presque absolues dans le sens où les différentes transformations de la numérisation, chose que je vais parler tantôt, ont peu d'impact sur le blanc pur et le noir pur. Le rendu du noir et du blanc, quoique la valeur numérique soit 0,1 ou 0,255 selon l'échelle qui a été choisie, dépend principalement de la qualité de reproduction de l'écran. Constater jusqu'à quel point la numérisation d'un document est, au final, c'est une interprétation de l'objet original. On doit s'entendre socialement ou juridiquement sur la notion d'identité, c'est-à-dire quels sont les critères qui nous permettent de dire que ceci est absolument identique à ceci. Il peut y avoir beaucoup de débats houleux là-dedans. Et je pense que ça dépend beaucoup du genre de document. Comme je disais, les documents en noir et blanc, leur transition vers le numérique, il y a très peu d'informations qui est perdue, mis à part la qualité
tactile du papier. Pour la plupart des cas, les nouveaux documents produits et imprimés avec une imprimante au laser ou à jet d'encre, c'est sur un papier commun qui offre pas beaucoup d'expérience tactile. Alors qu'elle soit perdue dans le transfert vers le numérique, je ne crois pas que ça a un impact très, très, très fort. Mais dans le cas de cette étiquette, que je veux conserver intacte, parce qu'il y a une histoire après ça, l'observation de l'objet, sous un certain angle, on voit un filigrane. La représentation numérique, il n'y a pas de question d'angle. Peu importe sous quel angle je le regarde, c'est simplement la qualité d'éclairage que l'écran me donne. Et je ne vois pas le filigrane. Je le devine un peu, mais je ne peux pas le voir ou le lire aussi bien que si je le regardais comme ça. Fait que cette information-là, elle est perdue. Dans ce cas-ci, c'est un peu dommage. L'autre jour, je regardais la collection des cartes géographiques. Je vais mettre le lien dans la description et dans les documents en relation avec cette vidéo sur le site internet du projet, parce que c'est très joli, c'est vraiment fascinant. Et puis on peut aller voir dans les détails, le travail de numérisation est vraiment impressionnant. Alors là, je viens de remarquer que, n'est-ce pas, mon arrière-plan est pas très intéressant. Alors ici, si on suit du doigt, là, n'est-ce pas, il y a ce câble qui circule. Il y en a un autre, lui, on ne le voit pas. Alors, c'est mon installation électrique temporaire. J'ai tout un système pour protéger les ordinateurs contre les chutes, les excès de tension. Et aussi que si jamais il y avait une panne de courant, il ne faut pas que les ordinateurs s'éteignent. Pendant qu'on programme, c'est extrêmement embêtant d'être en train de travailler ou déboguer quelque chose et puis d'avoir tout le code en tête et puis l'écran, pouf, l'ordinateur s'éteint et on perd où on était rendu, on perd nos idées, il ne faut pas. Alors c'est une installation temporaire, mais nécessaire. Alors là, je partage avec vous mes installations temporaires. Oui, les cartes géographiques. Alors, le procédé de numérisation de ces cartes-là devait être absolument phénoménal et très professionnel pour obtenir un rendu dans les détails aussi riche que ce qui est disponible en ligne. Évidemment, on ne peut pas toucher aux cartes. On peut les regarder, on ne peut pas y toucher. On n'a pas la carte sous la main. Et puis ces cartes-là sont sûrement très fragiles, alors j'imagine qu'il faut éviter d'y toucher à tout prix. Ou sinon mettre des gants et manipuler avec soin. C'est impressionnant. Dans mon exemple de numérisation, c'est avec les moyens du bord, c'est avec les outils que j'ai pu me procurer au fil des années. C'est une série de compromis entre désir d'une reproduction de qualité et puis coût pas trop élevé, manipulation et processus pas trop laborieux, des choses qu'il fallait prendre en compte. L'expérience aussi, parce que ça fait une vingtaine d'années que je numérise mes livres. Alors j'en ai presque plus. Je n'ai plus cette bibliothèque envahissante. Elle tient dans presque rien. Alors, avec l'expérience que j'ai, mon processus de numérisation est tout simple. Il est destructeur, malheureusement. Alors, je ne crois pas que les institutions et les musées seraient intéressés à utiliser mon procédé, mais il va nous permettre de voir les différentes étapes, les transformations et les pertes de contenu
en termes de couleurs qui se produisent au fil des étapes. Alors, je vais aller chercher le document. Pour des questions de droit d'auteur, j'étais embêté de filmer le découpage d'un livre pour lequel je n'ai pas demandé les droits de le reproduire parce qu'on verrait trop les pages à l'écran. Je ne crois pas que dans ce cas-ci, ce soit un problème, mais je fais attention. Alors, je vais utiliser un cahier que j'ai fait imprimer, et puis j'ai un original pour mes archives à moi. Alors, petit cahier. Un livret d'artiste avec des pages. Bon. Et puis, j'en ai fait 60, si je me souviens bien. Et puis, chacun avait une petite aquarelle fantaisiste différente. Et puis, alors, ça a été fait par un imprimeur. J'ai tout travaillé ça à l'ordinateur, j'ai numérisé, j'ai fait plein de trucs. Alors, j'ai produit un ensemble d'images qui ont été composées sous forme de livres électroniques. Et puis, je suis allé voir l'imprimeur, et l'imprimeur a produit ce qui m'a dit que c'était un bleu de travail. Alors, c'est la version imprimée finale, mais elle n'est pas reliée. Les pages ne sont pas collées. Alors, ça va nous servir de premier exemple du travail de numérisation. C'était mon travail personnel de numérisation. Quand j'ai un livre, je le découpe tout le long de la reliure pour obtenir un ensemble de pages plates que je peux soit passer dans l'alimenteur automatique de mon numériseur ou le scanner, ou déposer à plat sur la vitre. Je fais ça parce que les livres, quand on les ouvre, il y a les pages courbes vers la reliure, et puis si je fais une photo de ça, c'est pas très joli, c'est pas intéressant à consulter plus tard. Alors, je préférais une page plate que je puisse numériser à plat. Donc, je détruis les livres que je numérise, sauf quelques rares exceptions où le livre en tant que tel est une expérience de consultation et non le contenu. Dans la plupart des livres que j'avais, c'est le contenu qui est intéressant. L'expérience du livre en tant que tel, je pouvais la laisser tomber. Alors déjà, premier travail de numérisation où il y a une manipulation du document d'origine, j'ai fait des concessions et je perds une partie de l'expérience de l'objet. Je perds l'expérience du livre pour obtenir une expérience de page. Ah, c'est joli, c'est une expérience de page. Enfin. Et puis, une fois que j'ai toutes les pages détachées, comme ça, je peux les numériser. Une fois qu'elles sont numérisées, j'obtiens autant de fichiers que de pages que j'ai numérisées. Page 1, page 2, et ainsi de suite. Alors, à chaque fois qu'on fait une étape, il y a pas nécessairement des dégradations, mais il y a des variantes dans les couleurs, dans l'ensemble de l'information qui compose la page. Il y a des variations qui s'ajoutent d'étape en étape. Et on essaie que ces variations-là soient le moins importantes possible. Bon. Donc, pour l'ensemble, qu'il y ait le moins de variants. De variations. Les variants, c'est pour les virus. On a été trop informés sur les virus depuis un bout de temps. J'ai une petite séquence de numérisation. Alors, on va aller voir la petite séquence et je reviens. C'est pas le succès assuré. Hein? Alors, on va espérer que ça marche. Sinon,
Alors, numérisation, n'est-ce pas? Un essai parmi tant d'autres. Ça donne ça. Maintenant, je suis revenu. Alors, le numériseur que j'ai, c'est un produit, on va dire, moyen de gamme, qui a beaucoup servi. Il était en fin de vie. J'ai un peu abusé de cet appareil-là. Numériseur, c'est une lampe qui va éclairer la page. Si la page est dans le système d'alimentation automatique, il y a toute une mécanique précise qui fait que la page se déroule à vitesse constante. Et 600 fois au pouce de déroulement, il y a une capture d'une ligne de la... C'est une ligne d'image, c'est pas une ligne de texte. 600 fois par pouce, il y a une capture d'une ligne de l'image de la feuille qui passe dans le numériseur. Alors, la mécanique pour dérouler ou faire circuler le papier dans la machine doit être très précis et pas saccadé pour qu'il n'y ait pas de variation de capture des lignes d'image de la page. Déjà, c'est une chose. Quand la page reste coincée, ça donne des effets assez amusants. Mais là, on perd complètement la notion de reproduction d'original. Il faut recommencer à numériser la page. Et ça arrive que le numériseur mange carrément la feuille, elle devient endommagée. Il faut recoller les bouts et puis recommencer. Bon, c'est pas exactement un exemple de page qui a été mangée par le mécanisme du numériseur. C'est une page que j'ai découpée. Et malheureusement, dans ce cas-ci, j'ai pas coupé à la reliure, j'ai coupé un peu en retrait. Et comme les images de ces deux pages-là vont jusqu'à la reliure, quand je m'en suis rendu compte en numérisant, il a fallu que je recolle les bouts. Alors, ma copie numérisée porte les marques de la réparation. Donc, dans ce cas-ci, la version numérisée n'est plus du tout la même chose que l'original, mais on voit suffisamment pour comprendre l'essentiel de ce qui est présenté sur ces deux pages-là du livre. Alors, c'est des exemples comme ça, mécaniques, où le transfert comporte des ratés. C'est une chose. La lampe qui éclaire la page que je veux numériser, autrefois, il y a peut-être une vingtaine d'années, on va arrêter ça, c'était un très fin néon qui voulait produire une lumière blanche la plus neutre possible, c'est-à-dire tout l'ensemble des fréquences du spectre visible à quantité égale. Bon. Moins la lampe est de qualité, plus la couleur va être plutôt dans les rouges, trop bleus. Ouais. Et ça joue beaucoup sur la capture des images. Maintenant, dans ce cas-ci, c'est un mini néon, mais qui est en fait un ensemble de petites minuscules, c'est même plus des ampoules, enfin, on va dire des ampoules, de toutes minuscules ampoules. En anglais, on dit LED, c'est ce qu'on voit partout, c'est des DEL, des diodes électroluminescentes, DEL, plutôt bas de gamme.
qui produisent une image blanc-bleu. Alors, l'entreprise qui a construit le scanner, c'est ça. Et puis, quand il y a capture de l'image avec cette lampe très précisément, ben, avec un logiciel, on peut ajuster ce qu'on appelle la température des couleurs pour que ce soit moins bleuté et puis rendre ça plus blanc. Alors, toutes les couleurs y passent, une espèce de filtre. Et puis, chaque couleur est ajustée pour que dans l'ensemble, on ait l'impression qu'il s'agit d'une image qui a été photographiée sous une lumière blanche neutre. C'est presque réussi, presque. On peut, au choix, ajuster les différentes couleurs de base qui composent cette lumière synthétique. Donc, on peut ajuster le taux de rouge, de vert et de bleu qui vont être manipulés par le logiciel pour nous donner un rendu blanc. Bon, alors vue d'ensemble, on constate tout de suite que les couleurs ne sont pas tout à fait identiques sur l'écran de gauche et sur l'écran de droite. De plus, même sur l'écran de gauche, je ne sais pas si avec le téléphone on va bien voir, il y a une légère nuance entre l'image de gauche et l'image de droite. Même chose sur l'écran de droite. Il y a une légère nuance. Alors, nuance de couleur qui s'explique par le fait que, dans le premier cas, l'image est plus à gauche. J'ai numérisé en utilisant la vitre et certains paramètres que j'ai déjà fixés dans le logiciel de capture de l'information électronique générée par le numériseur qui rentre dans l'ordinateur. Et puis, la deuxième image, c'est avec l'alimenteur automatique pour lequel j'ai d'autres ajustements d'image. Alors là, on a un original qui, dans ce cas-ci, parce que j'ai deux ordinateurs, me donne finalement 4 versions avec chacune une petite différence de couleur. C'est pour ça que je disais plus tôt que la couleur c'est important dans la numérisation parce que on voit déjà un exemple tout simple que si tout n'est pas bien calibré entre le numériseur, les écrans, l'imprimante et tout le reste, il se produit des variations et des décalages dans les couleurs. Dans ce cas-ci, c'est pas très important. Dans le cas des cartes géographiques que je mentionnais vers le début de la vidéo, ça peut avoir plus d'importance parce que document historique important, on aime bien que la reproduction soit assez fidèle à l'original, ou on imagine que ce qu'on voit à l'écran, c'est aussi fidèle que l'original, et c'est rarement, sinon jamais le cas. Autre question intéressante, bon, j'ai 2 écrans parce que j'ai 2 ordi, un PC, un Mac. 2 écrans de qualité qui sont dits calibrés en usine pour avoir une justesse des couleurs la plus précise possible. Malgré tout, on voit qu'il y a une nuance entre les deux.
Alors la couleur, là, quand ça se promène d'un système à l'autre, c'est très changeant. Et puis, mais pourquoi c'est changeant à ce point-là? Alors on va faire un petit peu de théorie de la couleur, la théorie de la couleur électronique, un tout petit peu. Et puis, ça n'explique pas malheureusement qu'il y ait une tolérance à la dégradation de la qualité de la représentation de la couleur. Si on veut quelque chose d'extrêmement précis, eh bien, il faut mettre un budget extrêmement élevé, ce qui n'est pas le cas de grand monde. D'ailleurs, à l'origine de la numérisation, si on produit un document qui a, on considère une couleur fidèle à l'original, pourquoi 95, c'est pour 98% des gens qui vont consulter l'image sur Internet au moyen d'écran à partir d'écran reliés à leur ordinateur ou écran sur le téléphone ou la tablette. Toutes ces variations-là de couleurs nous donnent comme résultat quelque chose qui n'est pas identique à l'original. Semblable, mais pas identique. Alors, si on regarde dans mon logiciel d'édition vidéo, j'ai tenté de capter les pixels du iPad avec une caméra. J'ai même pris une loupe pour tenter de les voir de près, mais non, tout ce que j'ai réussi à voir, c'est au mieux quelques lignes, mais j'ai pas pu prendre une image des pixels de près. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet. Et évidemment, quelqu'un a déjà fait des vidéos sur les pixels, les écrans et tout. Alors, j'en ai trouvé 2. Je vais mettre les liens dans le document correspondant à cette vidéo-ci sur le site web. Et puis, vous pourrez aller regarder les vidéos. Peut-être tout de suite. Et puis, vous pourrez revenir pour voir la suite des aventures sur les couleurs, les pixels. Et l'extrême complexité de la chose. Alors, tout ce grand détour pour expliquer les couleurs et puis voir comment ça fonctionne, c'est pour illustrer le fait qu'il n'y a pas de relation directe, absolue, entre un original et une représentation numérique. Ceci dit, mais si je fais mon document à l'ordinateur, le problème ne se posera pas. Eh bien oui, le problème se pose quand même. Parce que, comme on a vu, ou vous avez vu dans la vidéo, et ce que vous avez vu dans cette vidéo-ci, il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte pour la reproduction de l'image, que même si moi je fais un document à l'écran, chances sont que vous ne verrez pas exactement les mêmes couleurs. Donc, on conviendra, ou on a convenu, généralement dans le monde, on a convenu qu'une représentation sur un écran vaut bien celle sur un autre. C'est un peu embêtant parce que quand on fait des achats en ligne, par exemple, je vais acheter un tissu, du fil, et puis que je veux que ça soit bien coordonné avec, disons, cette couleur-ci, mais ce que je vois à l'écran n'est pas une représentation exacte du produit que je vais recevoir. Il va y avoir quelquefois, on peut avoir des vraies surprises. Mais plus les technologies avancent, plus les standards s'établissent, on arrivera éventuellement à un compromis suffisamment intéressant, fiable, pour nous permettre de dire éventuellement que ce qu'on voit à l'écran, c'est la représentation d'une réalité. Et puis on va jouer avec les couleurs un petit peu. J'ai trouvé une page web où on peut jouer avec les couleurs, ce qui m'a évité de devoir créer moi-même ce petit appareil visuel pour s'amuser 3 secondes. Ma synchronisation est correcte entre cette vidéo-ci où vous me voyez et ma capture d'écran à l'ordinateur. On va sauter à la page où on a le petit appareil, le mécanisme qui nous permet de jouer avec les couleurs. Puisque les écrans ont des pixels qui ont des sous-pixels rouge, vert, bleu, c'est facile d'imaginer que si on a
un mécanisme qui nous permet de changer l'intensité de rouge, de vert, de bleu, indépendamment de l'autre, on peut arriver à produire à peu près toutes les couleurs du monde. Et puis, ça me rappelle quand j'étais petit à l'école au primaire, on avait des crayons de couleur. Et puis, les plus chanceux avaient des ensembles de 48 ou 60 crayons de couleur. C'était toutes les couleurs du monde, elles étaient là, elles étaient toutes contenues. Aujourd'hui, toutes les couleurs du monde, ça se compte en termes de millions. Ça ferait beaucoup de crayons à apporter pour les cours d'art plastique à l'école. Enfin, alors, petit appareil de découverte ou de jeu des composants de la couleur rouge, vert, bleu. Donc, évidemment, pour chacune de ces composantes-là, l'échelle est généralement vue de 0 à 255. 0, c'est noir, puis 255, c'est la couleur à son plus haut degré d'intensité. Donc, 255 pour le rouge, ça donne rouge. 255 pour le vert, ça donne vert, qui est un vert vraiment comme acide et éclatant. Même chose pour le bleu. Généralement, on choisit des teintes plus subtiles pour ne pas être trop criard quand on fait la composition à l'écran. Mais c'est pas suffisant, non. Parce que ça, c'est une représentation des bits dans la plage des couleurs qui composent l'image à l'écran. Mais pour faire les calculs, après les transformations et les ajustements, on aime généralement travailler avec des valeurs de 0 à 1. Alors, on convertit l'échelle des valeurs ici de 0 à 255 en échelle de 0 à 1. On fait les calculs mathématiques. On reconvertit ça en unités de 0 à 255 pour qu'on puisse les afficher à l'écran. Et comment toute cette mécanique-là fonctionne avec la carte graphique, là, c'est vraiment trop loin pour l'ensemble du projet qui nous intéresse. Mais vous pouvez faire des recherches et vous perdre à volonté là-dedans. J'ai ajouté des liens vers des pages Wikipédia qui parlent des modèles de couleurs. Alors, le RGB, Red, Green and Blue, il y a rouge, vert, bleu. Il y a aussi HSL, HSV, YCBCR. Ça, c'est vraiment intéressant. Lui et un autre ont permis de pouvoir transmettre par la même technologie qu'on avait à l'époque pour la télévision en noir et blanc, dans le même signal, on a pu envoyer des informations additionnelles pour avoir la couleur. Ainsi, les gens qui avaient une télévision en noir et blanc pouvaient regarder leur émission en noir et blanc sans être affectés d'aucune façon. Et les gens qui étaient chanceux, qui pouvaient s'acheter un téléviseur en couleur, eh bien, ils avaient l'option avec le même signal pour pouvoir voir l'image en couleur. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, si vous avez du temps, vous allez fouiller dans ça, c'est très, 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 très intéressant. J'ai quand même un peu travaillé sur la page des citations, quand même. Et puis, on voit la page de présentation de l'épisode 6, où il y a la liste des documents du projet et les liens vers des pages Wikipédia ou autres dont j'ai parlé tout au long de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé. Mais dans notre page des citations, il y a quelques petites nouveautés que j'ai faites tout récemment. Alors, on a toujours notre choix de 6 premières citations prises au hasard. J'ai corrigé le code de sorte que, si on se souvient, jusqu'à présent, il y avait une possibilité que dans le choix des 6 citations que l'ordinateur nous donnait, il pouvait avoir des doublons. Parce que ce que j'avais fait, c'était, je choisis une citation parmi l'ensemble, ensuite j'en choisis une autre, et puis la sélection au hasard, c'est une fonction du langage que j'utilise, me donne une valeur sur l'ensemble. Alors, prochaine citation, une valeur sur l'ensemble, sans savoir laquelle a été choisie auparavant. Donc, il pouvait arriver qu'il y ait des doublons. Ça a été corrigé. En théorie,
il ne devrait pas y avoir de doublons du tout. Parce que ce sera un peu... On veut des choses aléatoires, mais on ne veut pas nécessairement des choses répétitives. Quoique ça pourrait être amusant. Enfin, j'ai corrigé ça. On avait aussi l'option de changer la taille des caractères, mais on se souvient que dans la version précédente, si on rechargeait la page pour obtenir un nouvel ensemble de citations, on perdait notre sélection de taille des caractères, et maintenant c'est conservé. Donc je peux préférer 18 pixels, je recharge la page, ça reste à 18. Ceci dit, si je retourne ailleurs dans le projet, je reviens, je veux consulter à nouveau la page, ma sélection est perdue. Plus tard, on va travailler sur cette chose-là. Pour l'instant, c'est déjà une petite amélioration. J'ai changé la présentation des notes bibliographiques de sorte qu'on ait, pour une question de visibilité, au premier coup d'œil, on a la citation, la référence bibliographique, on va dire générale, et si on clique sur le plus, on a les détails, et on peut cacher les détails. On peut voir les détails, on peut cacher les détails. Comme auparavant, j'avais dit que pour certaines citations, je n'arrivais pas à trouver la note bibliographique correspondante parce qu'il y avait une ambiguïté que j'ai toujours à vérifier. Alors, il peut arriver des cas où il n'y a pas de note bibliographique parce que je ne vais pas en mettre une qui ne soit pas la bonne. Ça serait pire, je pense, que de l'omettre. Autre petite nouveauté, c'est bien joli que l'ordinateur nous donne 6 citations. J'ai choisi 6 parce que sur mon grand écran, ça rentrait à peu près tout au complet. Mais on pourrait peut-être en vouloir d'autres. Alors on a un bouton « Ajouter une citation » qui va l'ajouter à la fin. Alors on en ajoute une autre. Et puis on s'amuse comme ça, on en ajoute un beau paquet. Et puis on a un ensemble de citations qui à un moment donné peut devenir un peu étourdissant. Alors ici, le petit bouton « Retirer de la liste » nous permet, après observation et puis réflexion, on peut préférer enlever une ou quelques citations et puis en demander de nouvelles. Et dans tous ces cas, l'ensemble des citations choisies reste un ensemble de citations uniques. Il ne devrait pas y avoir de doublons. Alors, c'est quand même une jolie petite amélioration. Ça augmente la qualité exploratoire de la dynamisation du projet, du document. Car à un moment donné, il faut quand même que ce soit plus dynamique que simplement une possibilité de sélection. Alors ça, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Il y a beaucoup de petits détails de code. À un moment donné, j'hésite à parler du code dans le détail, mais on va devoir y arriver parce qu'il faut comprendre plus comment ça fonctionne. Mais pour bien savoir comment ça fonctionne, j'aimerais vous parler d'une espèce d'architecture, on va dire. Client-serveur. Alors, qu'est-ce que le serveur de fichiers? Qu'est-ce que le client? Ici, c'est le navigateur web. Comment les deux travaillent ensemble et comment le code se mélange un avec l'autre et où doit se démélanger pour que tout fonctionne et qu'on arrive à un document lisible, utilisable, fonctionnel. C'est vrai. Tout récemment, il y a un ami qui m'a envoyé un lien vers un ensemble d'épisodes sur France Culture dont le titre, c'est « Les bibliothèques invisibles ». Alors, c'est un cours au Collège de France donné par William Marx, et puis c'est 10 épisodes, ça a environ 10 heures, alors c'est 10 heures d'écoute. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller visiter, parce que moi je pense que c'est assez pertinent au projet en cours, alors ça peut servir d'article complémentaire à notre travail de dynamisation. Alors, je continue. Et puis d'ici là, bonne écoute et bonne découverte. À bientôt. Nouvelle forme d'accès
Intégration, entretenir l'intelligibilité, archive au bout des doigts, discrétisation, ça a été manipulé, specializing time, le nouvel archiviste, le passé n'est pas un donné, briser une image révolue, intervention plus proactive, a tool not a goal, what might be most distinctive and durable, malléabilité, temporal continuity of the self, bien commun, archives without walls, relationships among the archivist, the user, and the evidence are all altered, ensuring the authenticity. La spirale du changement, intégrité des données, révolution intellectuelle, obsolescence technologique, activisme, archives exist to be used, nouveauté majeure, fracture entre nanti et exclu, le numérique dévore le monde, illusion of materiality, an archival world spinning out of control, l'organisation est sans mémoire, a philosophical ideal of truth into the binary oppositions, a reconceptualization archival science is not neutral, a door that swings back and forth, fluidity of the virtual, les archivistes doivent rapidement trouver the homogeneous nature of the digital, the experiences are not the same and never can be. Bon, ça c'est joli. Ben, alors là, on prend ça, on met ça ici. Et puis, nous avons l'enregistrement. Et puis... Non, ça commence là. Nouvelle forme d'accès, intégration, entretenir l'intelligibilité, archive au bout des doigts, discrétisation. Ça a été manipulé, specializing time, le nouvel archiviste, le passé n'est pas un donné, briser une image révolue, intervention plus proactive, a tool not a goal, what might be most distinctive and durable, malléabilité, temporal continuity of the self, bien commun, nouvelle forme d'accès, intégration, archive au bout des doigts, discrétisation, ça a été manipulé, specializing time, le nouvel archiviste, le passé n'est pas un donné, briser une image révolue, intervention plus proactive, a tool not a goal, what might be most distinctive and durable, malléabilité, temporal continuity of the self, bien commun, archives without walls, relationships among the archivist, the user, and the evidence are all altered, ensuring the authenticity. Nouvelle forme d'accès, intégration, entretenir l'intelligibilité, archive au bout des doigts, discrétisation. Ça a été manipulé, specializing time, le nouvel archiviste, le passé n'est pas un donné, briser une image révolue, intervention plus proactive, a tool not a goal, what might be most distinctive and durable, malléabilité, temporal continuity of the self, bien commun, archives without walls, relationships among the archivist, the user, and the evidence are all altered, ensuring the authenticity. La spirale du changement, intégrité des données, révolution intellectuelle, obsolescence technologique, activisme, archives exist to be used, nouveauté majeure, fracture entre nanti et exclu, le numérique dévore le monde, illusion of materiality, an archival world spinning out of control, l'organisation est sans mémoire, a philosophical ideal of truth into the binary oppositions, a reconceptualization archival science is not neutral, a door that swings back and forth, fluidity of the virtual, les archivistes doivent rapidement trouver the homogeneous nature of the digital, the experiences are not the same and never can be.